Cette édition par la santé, lancement à Kinshasa de la stratégie de cadrage communautaire de lutte contre le choléra, plus le détail dans ces récits. À Kinshasa, le choléra continue de faire ravage. Face à une épidémie qui inquiète les autorités sanitaires, une nouvelle riposte s'organise au cœur du quartier Kingabwa, considéré comme l'un des principaux foyers de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis mai 2025, plus de 4500 cas ont été enregistrés dans la capitale avec 260 décès, soit un taux de mortalité estimé à 5,4%. C'est dans ce contexte qu'a été lancée la stratégie de cadrage communautaire pour renforcer la stabilisation et la surveillance sanitaire au plus près de la population. Pour le docteur Didier Bopangué, représentant de l'OMS, l'implication des communautés est essentielle pour freiner la propagation du choléra. Nous allons demander à la population de bien accueillir toutes ces équipes. L'objectif, c'est en fait aider la population à prendre l'eau potable, à désinfecter les ménages, et cela, ça va se faire plusieurs fois. Même appel du côté du ministère provincial de la Santé. Le docteur Sam Mukesha, chef de gestion d'incidents choléra à Kinshasa, a souligné le rôle crucial de relais communautaire dans cette nouvelle stratégie. La première mesure qui est la plus grande, c'est l'hygiène. L'hygiène corporelle et l'hygiène collective dans les ménages. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon à tout moment et pendant tous les moments clés. La cérémonie a réuni les responsables sanitaires et les autorités locales déterminées à mobiliser les communautés pour stopper la propagation de cette maladie dans la capitale. Et puis consolider les acquis de la réponse au monkeypox et au choléra, les principaux partenaires s'y sont rencontrés hier à Kinshasa pour poser de base d'une structure institutionnalisée. Vêtements Koutima et Fiston Omunuma. L'équipe continentale d'appui à la gestion des incidents s'exerce à Kinshasa pour consolider les acquis de la réponse au Mpox et au choléra et déposer les bases pour une structure institutionnalisée. Créée en 2004, l'IMST va connaître une mutation vers une plateforme continentale permanente. Ainsi, elle va intégrer la préparation, la prévention, l'intervention et le rétablissement à tous les niveaux. Cette évolution répond à l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à renforcer la résilience du continent africain face aux épidémies. En choisissant Kinshasa pour la tenue de cette réunion stratégique, l'Africa CDC souligne la continuité et l'importance stratégique de cette transition sanitaire en Afrique. En août 2014 a été déclaré le Mpox comme une urgence de santé publique internationale et continentale par Africa CDC et par l'OMS. Suite à cela a été mise en place une équipe appelée IMST, co-dirigée par Africa CDC et l'OMS et 28 autres partenaires dont l'UNICEF, MSF, Gavi et bien d'autres. Et pendant ces 15-16 mois, on a répondu ensemble comme une équipe avec un plan, un budget et un framework pour le monitoring. Donc il était temps, une fois que l'épidémie d'urgence a été levée par Africa CDC et l'OMS, de se poser et d'apprendre quelles sont les leçons apprises de cette réponse conjointe qui ont été mises en place pour la première fois sur le continent. Pour la petite histoire, la capitale congolaise est le lieu du lancement initial de l'IMST. Justice à présent. À quelques jours de la clôture du Ramadan, une crise secoue la communauté musulmane de Kinshasa. Une partie des imams contexte la légitimité de 3 dirigeants de la coordination nationale. Face à cette situation qui alimente tension et une forte délégation était chez le ministre d'État en charge de la justice pour de solutions idoines. Témoin de cette rencontre, Redis Kitutu et Camille Jockey. À quelques jours de la fête de fin de Ramadan prévue le mardi 17 mars prochain, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Guillaume Gefa Tondoko Andali a tenu ce lundi une séance de travail avec les imams et cheikhs de Kinshasa à l'Institut national de formation judiciaire.
Le ministre d'État a rappelé que la priorité demeure la préservation de l'unité de la communauté musulmane et de la paix sociale, tout en invitant les différentes parties à privilégier le dialogue et l'intérêt supérieur des fidèles. Les imams présents ont salué l'initiative du gouvernement et se sont engagés à consulter leurs bases respectives. Justice toujours, la riposte contre le crime financier s'organise. Magistrats, enquêteurs et experts du secteur judiciaire prennent part à une formation stratégique destinée à renforcer leurs compétences et la coordination dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La lutte contre les crimes financiers passe à la vitesse supérieure. Magistrats, enquêteurs et experts se retrouvent cette semaine pour une session de formation dédiée au renforcement des capacités dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. À l'ouverture des travaux, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a salué la mobilisation des participants, les encourageant à s'impliquer pleinement dans cette initiative destinée à améliorer l'efficacité des enquêtes financières et la coordination entre les institutions judiciaires. Alors, cette semaine, nous allons explorer les fondements pédagogiques du manuel d'enquête financière parallèle, ainsi que l'utilisation du logiciel TOVEC. Donc c'est une matière toute nouvelle que vous allez devoir apprendre. Je vous invite déjà à beaucoup d'attention. À tous les points focaux, je souhaite encore une fois beaucoup d'attention et beaucoup d'ouverture pour que vous puissiez apprendre à nouveau les technologies ou les techniques récentes d'approche qui nous permettront de combattre ces fléaux de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Cela dit, je déclare ouverte la présente session de formation de l'UNICEF et je vous remercie. Au cœur de cette formation, l'apprentissage de nouvelles méthodes d'investigation et l'utilisation d'outils technologiques spécialisés capables d'analyser des vastes volumes de données afin de détecter des réseaux financiers illicites. Dans le cadre du suivi rapproché du programme de développement à la base de 145 territoires, le ministre d'État, Guilain Nyembo, a effectué une mission d'inspection dans la province du Sud-Ubangi, précisément dans le territoire de Boudjala et Gemena. Sur place, il a inspecté certains chantiers du programme qui avaient connu un arrêt. Yvette Mankoutima, Peggy Mukunda et Julon Piana. Après 2 mois de silence sur plusieurs chantiers du programme de développement local des 145 territoires, le gouvernement sonne la relance dans la province du Sud-Ubangi. Objectif, remettre en marche des infrastructures attendues par la population. En mission d'inspection du 7 au 8 mars 2026, le ministre d'État au plan et de la coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo s'est rendu dans les territoires de Boudjala et Gemena pour évaluer l'état d'avancement des travaux et trouver des solutions après la défaillance de l'entreprise initialement chargée des chantiers. Ils n'ont pas pu réaliser le projet correctement. C'est pour ça que nous sommes venus nous rendre compte de ça et pas les mains vides justement apporter la solution. Il y a une nouvelle entreprise qui va reprendre les choses en main ici. Dans 3-4 mois, ils doivent en principe finir ce projet. Il n'y a pas que ici, donc un peu partout sur le territoire de Boudjala. Aux côtés du gouverneur intérimaire Jean-René Galekwa et de la députée nationale Cathy Sakombi, la délégation a inspecté plusieurs infrastructures administratives, scolaires et sanitaires prévues dans les cadres du programme. Ce que j'ai envie de dire ici au nom de la population, c'est dire merci au chef de l'État. Parce que la population de Boudjala avait demandé que le travaux de PDL 145 territoires dans cette contrée puissent se réaliser. Aujourd'hui, nous avons la réponse. Pour accélérer la reprise, une nouvelle entreprise, Korebeba SA, a été mandatée afin de finaliser rapidement les ouvrages restés inachevés. Allez, parlons femmes à présent. Elle est religieuse et médecin formée à l'université de Kinshasa. Elle est cardiologue. C'est la première femme médecin de sa congrégation. Elle s'appelle Anne Essika. Son histoire ici, relatée par Guy Matundu.
Alors qu'elle n'avait plus espoir après le diagnostic de son cancer en 2022, Madame Magindaya doit aujourd'hui sa vie à l'assistance médicale de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. J'ai été diagnostiquée de cancer du palais de la bouche. On m'a dit que je vais vivre seulement 6 mois. Arrivée ici, par le canal de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, j'ai été totalement prise en charge, donc charge totale. Je ne savais pas qu'il y avait une telle dame, mais si je vis aujourd'hui, par rapport au diagnostic que moi-même, en tant qu'infirmière spécialiste en oncologie, j'ai étudié cela, je connais les pronostics, je connais ce qui s'est passé dans mon corps, je pouvais déjà être enterrée. Parce que même les médecins, les grands professeurs, ils ont dit que par rapport au plateau technique de chez nous ici, ils ne pouvaient pas me prendre en charge. Pour confirmer les diagnostics, ça a été confirmé. Les médecins sont entrés en réunion pour décider d'une opération, une opération très critique et très coûteuse. Par moi-même, je ne pouvais pas payer cela. Même ma famille ne pouvait jamais s'en sortir. Mais mon mari, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, une dame de bon cœur que Dieu a mis sur ma route pour que je me retrouve en vie aujourd'hui. Elle a tout payé par le canal de sa fondation. Une vie sauvée après cet épisode épouvantable. Aujourd'hui, c'est la première infirmière spécialisée en oncologie. En tant qu'oncologue infirmière, en train de soigner, ils se sentent vraiment guéris. Avant même qu'on commence les traitements, elle me dit, cette maman nous perfuse la chimio, elle était elle-même diagnostiquée de cancer, elle est vivante aujourd'hui, elle continue à traiter les patients de cancer. Nous aussi, nous allons guérir. Je remercie tout le monde, spécialement Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Je suis en vie, je peux encore voir mes enfants, je peux encore voir mon mari, je peux continuer à travailler. Maman, que Dieu vous récompense au centuple. Magindaya porte la voix d'autres anonymes bénéficiaires d'assistance médicale de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, aujourd'hui Fondation Lona, car beaucoup de vies sont sauvées en silence. Vous avez suivi l'histoire de Magui Ndaya, guérie du cancer grâce à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Face aux défis climatiques et aux conséquences visibles sur notre quotidien, une voix s'élève pour appeler à l'engagement de filles dans la protection de l'environnement. Nicole Mboundi, une écologiste, invite la nouvelle génération à s'approprier les questions environnementales. Face aux défis climatiques qui se multiplient et aux conséquences visibles sur notre quotidien, une voix s'élève pour appeler à l'engagement des jeunes filles dans la protection de l'environnement. Une écologiste invite cette nouvelle génération à s'approprier les questions environnementales, convaincue que les femmes et les jeunes filles peuvent jouer un rôle déterminant dans la préservation de la planète. C'est une question qui n'est pas encore suffisamment prise en compte et il y a également les défis de financement. Les jeunes sont intéressés. C'est à nous, d'une certaine génération, les parents, les grands-parents, à leur faire comprendre l'importance. Tout ce qui se passe au niveau des déchets, l'assainissement, il suffirait donc de les former, de leur faire comprendre les tenants, les aboutissants. Et je crois qu'il n'y a aucun souci dans ce sens-là. En invitant les jeunes filles à investir dans ce champ, Nicole Bunga, écologiste, rappelle que la protection de l'environnement est une responsabilité collective et que l'avenir de la planète dépend aussi de l'engagement, de la créativité et du leadership de la jeunesse féminine.
À l'occasion de la Journée internationale de droits de la femme, la prison centrale de Bunia s'est transformée en un lieu de plaidoyer de solidarité. La visite de la procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri a mis en lumière le rôle que les femmes, même en détention, peuvent jouer dans la construction du pays tout en apportant une solution matérielle et morale aux détenus. Junior Selemani. Les femmes détenues de la prison centrale de Bunia appelées à participer au développement du pays de leur réinsertion afin d'accéder dans les instances de prise de décision car ayant les mêmes capacités que les hommes pour la reconstruction de leur dossier. Cet appel émane de Madame le procureur général près la cour d'appel de l'Ituri lors de sa visite dans cette maison carcérale. C'était à l'occasion de la célébration de la date du 8 mars dédiée aux droits de la femme. Un message qui vient renforcer la vision du chef de l'État qui accorde une place de choix à la femme dans sa gouvernance. Et évidemment, les institutions que nous sommes et même l'État est obligé de pourvoir à cette autonomisation, de faire en sorte que cette femme-là soit autonome et qu'elle participe pleinement au développement de notre pays. Ces femmes qui ont reçu l'assistance de Madame le procureur constitué de pagne, sacs de riz, bidons d'huile et bien d'autres ont eu de mots justes à l'équipe féminine. Les détenus mineurs ont également reçu des cartons de biscuits, de sucreries, ainsi que des babouches. Il faut dire que, dans sa communication à la presse, Madame le procureur a pris le ferme engagement d'examiner au cas par cas le dossier judiciaire en souffrance de chaque femme détenue relevant de son ressort de la semaine prochaine. À Kinshasa, concilier le tâche ménagère et le travail reste une véritable corvée pour de nombreux foyers, en particulier pour les femmes. Une laverie automatique vient désormais pallier les difficultés liées à la lessive, offrant une solution pratique dont le quinois et le quinoise vont progressivement s'accommoder. Joséphine Liondo s'est rendue sur place pour nous en parler. L'exercice paraît simple mais fastidieux. Laver les vêtements à la mer reste le quotidien de nombreux ménages. Une tâche souvent pénible, exigeant temps et effort, surtout pour les femmes déjà prises par de multiples responsabilités. Pour répondre à ce besoin, une laverie automatique vient d'ouvrir ses portes sur l'avenue du 24 novembre, BS Express. Un service rapide et accessible qui permet désormais aux habitants des quartiers environnants de gagner du temps et de vaquer à leurs occupations. Cette innovation tombe à point nommé en ces mois de mars dédiés aux droits des femmes. Une corvée encore répandue dans les foyers des quinois. Nous ne serons pas de lancer cet appel, de crier pour que les femmes deviennent autonomes, qu'elles soient capables vraiment de réclamer leurs droits en faisant quelque chose. Ce n'est pas en restant assises à la maison qu'on va dire nous voulons être libres, nous crions pour les droits de la femme, non. Derrière cette initiative, Odette Moussaou, une entrepreneure congolaise déterminée à proposer des solutions pratiques au quotidien des habitants de la capitale. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui font nettoyer, même par des jeunes gens qui passent en disant Bilamba Tonika. Et chez Bilamba Tonika, on paye jusqu'à 20 000 francs pour Nika avec le main et tout. Et pourtant, ici, on nettoie la même quantité avec des moyens modernes, façon très efficace et on lèche très propre. Kinshasa, cette galopole de plus de 15 millions d'habitants a franchi un pas vers des services plus modernes, offrant une alternative efficace au lavage traditionnel. Politique à présent. Devant le militant de son parti le week-end dernier, le président intérimaire de l'UDS a tenu à clarifier la position de sa formation politique sur la question du changement ou de la révision de la Constitution. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, a appelé les uns et les autres au calme, tout en rassurant que son parti avait déjà levé le sur cette question lors des états généraux de différentes fédérations du parti présidentiel. Alain Bikaï. Fort de son expérience d'informateur du gouvernement, le secrétaire général de l'UDPS a rappelé que dans l'histoire politique du pays, plusieurs dirigeants ont déjà modifié les textes fondamentaux. Il a notamment cité le maréchal Mobutu qui avait révisé sa constitution à 17 reprises, ainsi que Laurent Kabila qui avait modifié à
3 reprises son décret-loi de 1997. Il a également évoqué Joseph Kabila, ancien chef de l'État aujourd'hui accusé d'être derrière la rébellion de l'AFC M23 qui a changé aussi la constitution de 2006. Pour les chefs d'état-major politique du président Félix Antoine Tshisekedi, s'opposer au changement de la constitution est un droit. Il estime qu'interdire à l'UDPS et au chef de l'État d'y toucher est verrait de la mauvaise foi politique. Selon lui, comme l'avait promis Etienne Tshisekedi Mulumba, une fois l'UDPS au pouvoir, la constitution ici du référendum de 2005 devrait être réexaminée. Il a cependant les militants et l'opinion au calme assurent que ce processus sera dans le respect des règles démocratiques. Augustin Kabou estime par ailleurs que la constitution actuelle a été rédigée dans un contexte particulier, marqué par la fin des conflits armés, afin de satisfaire des différents parties belligérantes. Dans un autre registre, le secrétaire général de l'UDPS a dénoncé ce qu'il qualifie des campagnes à caractère tribal visant l'évêque de Mbujimaï. Ce dernier avait récemment critiqué certaines positions prises par des membres de la SENCO. Pour Augustin Kabouya, l'évêque du diocèse de Mbujimaï ne s'est pas exprimé en tant que représentant d'une communauté, mais bien à sa qualité de prince de l'Église. Dans le Congo profond, le gouverneur Jean Bakoto du Haut-Ouélé a bouclé son itinérance dans les territoires de Watia. Le compte rendu avec Nathalie Mboula. L'accueil est très délirant comme jamais auparavant du gouverneur du Haut-Ouélé dans les territoires de Watia. Lors de sa mission d'itinérance commence déjà dès sa traversée de la rivière Nzoro. Difficile pour Komito Gambou d'embarquer dans son véhicule. Faire le pied à complicité avec sa population, c'est l'unique solution. Je suis content parce que la population de Watia et puis particulièrement de la cité minière de Dourba a compris les combats du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il s'est toujours battu pas pour son intérêt mais pour le peuple. Je suis dans la joie que la population puisse exprimer aujourd'hui sa joie par rapport au travail abattu par l'RSP qui est conduit par le DG Miguel et c'est sur l'instruction personnelle du chef de l'État. Au chef-lieu de la chefferie Barry Logo, il s'oblige de saluer la notabilité et la population locale. Les points de chute de son cortège, c'est le stade communautaire de la cité minière de Dourba en ébullition. Toutes les couches sociales se sont massées dans une compétition de calicots frappés à son effigie et à celle de son mentor, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les mots de bienvenue de Sa Majesté Dieudonné Sururu de Barry Logo et de Dieudonné Magaï, numéro 1 du territoire de Watia, le gouverneur Jean Bakomito Gambou tenait en haleine la population en abordant toutes les questions qui touchent à sa vie quotidienne. Les travaux vont commencer certainement cette année. L'électricité, nous avons acquis les matériels, que l'aérodrome de Doussou soit opérationnel. La dot sera fonctionnelle d'ici peu. Le ministre des Mines nous a rassuré. Tout ça pour permettre à ce que le développement soit réel. Pour la sous-traitance, nous avons pris acte du travail qu'a bâti le DG Miguel. Tout à fait autre chose. Créer, innover, entreprendre la jeunesse congolaise au cœur de nouvelles opportunités. Le Conseil de la jeunesse et le FOGEC ont ouvert un espace d'échange pour présenter aux jeunes le mécanisme de financement et les outils capables de transformer leurs idées en entreprises viables. Encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes Congolais, le Conseil national de la jeunesse, CNG-RDC et les FOGEC ont organisé une matinée d'échange dédiée aux opportunités de financement et d'accompagnement de projets de jeunes entrepreneurs. Devant une salle attentive, le président du CNG-RDC, Claude Mbouy, a réaffirmé l'engagement de son institution à créer régulièrement des cadres de dialogue pour soutenir les initiatives entrepreneuriales de la jeunesse. De son côté, le directeur général du FOGEC, Laurent Mouzemba, a présenté le mécanisme d'accès au financement ainsi que Bokeli, une application numérique destinée à aider les entrepreneurs à élaborer facilement leur business plan. Et il était question pour nous aujourd'hui d'inviter le FOGEC, le DG du FOGEC, face aux jeunes, de discuter, d'échanger sur ces fonds de garantie, comment les jeunes peuvent avoir accès aux fonds de garantie, quelles sont les procédures y afférentes,
parce que, vous le savez très bien, le chef de l'État met l'accent sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Il a même convoqué, il n'y a pas si longtemps, la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et un fonds debout bilingue, debout jeunesse qui est mis en œuvre. Il faudrait commencer à préparer le jeune à capter toutes ces opportunités. Moment fort de la rencontre, la remise d'une moto à Edouard, 19 ans, originaire du Sankoro, premier bénéficiaire d'un programme d'appui de l'auto-emploi de jeunes. Le but ici est stimuler davantage l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Et puis ces titres avant de nous quitter, les filles issues de quelques écoles de Kinshasa ont bénéficié d'une séance d'encadrement et d'apprentissage sur comment oser entreprendre et penser au-delà de la formation scolaire qui peut bloquer leur épanouissement, ce ne sont pas mes mots. Avec le concours du mouvement Inspiration, ces jeunes filles ont appris un nouveau modèle du savoir-faire. On termine avec ce reportage de Rodé Pana. Équiper la jeune fille avec des connaissances et compétences suffisantes dans tous les domaines de la vie pour lui donner les moyens d'assumer son leadership, c'est la voie par excellence de l'autonomisation de la femme. C'est tout ce qui justifie cette séance d'immersion dont ces filles issues de différentes écoles viennent de bénéficier afin de les sortir du carcan de certaines orientations scolaires dans lesquelles elles sont restées enfermées et qui bloquent leur épanouissement. Très concentrées sur les nouvelles notions mises à leur disposition avec les concours de Souni Assurance, tout a été gardé dans les blocs-notes pour ne rien perdre ni oublier. Sous l'encadrement du mouvement Inspiration, ces jeunes filles restent déterminées à inspirer les autres par l'imagination et les nouveaux modèles du savoir-faire. Ces encouragements de l'équipe d'organisation. Nous cherchons à faire de l'immersion des jeunes filles dans le milieu professionnel afin qu'elles puissent remarquer, donc comprendre d'abord ce qu'est le milieu de l'assurance, mais aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui sont des cadres supérieurs. L'idée c'est vraiment donc, de pouvoir s'inspirer de toutes ces expériences. Donc, mes précieuses, vous avez des droits. Alors jeunes filles, soient persévérantes, soient intègres, travailleuses. Jeunes filles rêvent, osent et réalisent. C'est pas évident de déplacer des élèves. Merci beaucoup à toute l'équipe, à tout le staff et que nous montrons la voie à ces jeunes filles. La valeur des connaissances acquises ne pouvant laisser indifférentes les bénéficiaires et n'ont pas hésité de dire merci à l'initiatrice de cette activité organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du mois de mars dédiée aux droits de la femme. C'était un journal de la rédaction coordonné par Pati Tundwangu, réalisé par Jonathan Mbalama et Mamita Bangoulou, assisté de Barbosa Massela, Georges Gabisoki, Didier Diawa et Alain Galia. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine, lundi, mardi, à 7h, avec le même plaisir à toutes et à tous. Bonne journée sur la RTNC. C'est une filiale du groupe CIMOC, géant dans l'industrie minière. Le groupe CIMOC détient 80% des parts dans l'actionnariat des TFM et la GECAMINE 20%. Tenke Fungurume Mining, c'est près de 4000 employés directs, dont 99% des Congolais et le reste personnel expatrié. Plus de 16 000 indirects, donc de la sous-traitance. TFM, c'est 4 000 emplois directs et 16 000 indirects. Lorsque je dis 16 000, plus de 16 000, ça veut dire de la sous-traitance, qui relève de la sous-traitance. Ces chiffres peuvent vous donner l'impact par extrapolation de la place qu'occupe la sous-traitance dans les core business de TFM. Et depuis un certain temps, depuis l'avènement de la loi sur la sous-traitance en 2017, aujourd'hui, cette sous-traitance occupe une place encore primordiale. Et lorsqu'on parle de la sous-traitance, c'est une sous-traitance dont le capital est géré majoritairement par des citoyens congolais.
grâce à la RSP, aujourd'hui, on a l'occasion, l'opportunité de travailler sur site TFM. On a l'occasion, on crée des emplois grâce à la RSP. C'est une opportunité qu'on donne aujourd'hui à la jeunesse congolaise. La vision noble du chef de l'État, matérialisée par l'autorité de régulation de la sous-traitance, ne peut laisser personne indifférent. Et nous, en tant qu'acteurs majeurs, en tant que l'un des capitaines de l'industrie minière, nous avons notre rôle à jouer là-dedans. Mais les sous-traitants, ils ont les leurs. Et donc nous n'avons pas intérêt à encourager les favoritismes. Cela n'a pas de place chez nous et n'a pas de place d'ailleurs dans l'industrie minière. Champion Moula Moulato Yoka Lolens Échec Bino Zangenge Paris en ligne sur www.ngenge.cd. Ngenge Sport, plus qu'un pari sportif, une passion. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Paris sportif. Gros gun. Main rapide. Pour te fiable. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Les familles Mandiango et Kondi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, neveu, petit-fils Mandiango Kodi Acefas, décédé le vendredi 27 février 2026 aux cliniques universitaires de Kinshasa à 4 h du matin des suites d'une courte maladie. Et le programme est arrêté de la manière ci-après. Ce vendredi 13 mars 2026 est prévu la veillée mortuaire en la salle Les Vainqueurs, située dans la commune de Lemba vers Terminus, en face de la terrasse Température 40 et agence PMU. Le samedi 14 mars, 9 h, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa, 10 h, recueillement en la salle Les Vainqueurs, 11 h, départ pour les départs vers les terrains méfaits où ses amis du milieu sportif lui rendront un dernier hommage. À 11h15, départ pour l'enterrement au cimetière Immaculé. Mais en attendant, le deuil a lieu sur l'avenue Epoulou numéro 53 au quartier commercial, référence terrain méfait dans la commune de Lemba. Monsieur Étienne Okitangomo et ses frères Michel Wemboloa
Henriette Akangé, André Diata, bref, famille Wemboloa informe les amis et connaissances de la mort de leur grand frère, grand-père, le père colonel Jean Munganga Djonga, mort survenu à Kinshasa de suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière ci-après. Mercredi 11 mars 2026, veillée mortuaire en la salle Kilubu, c'est sur l'avenue Losso numéro 1, quartier 3, Lokari, dans la commune de Massina, référence Kingasani Arrêt Aéroclub. Jeudi 12 mars 2026, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Konchachi, suivi de quelques cérémonies oraison funèbre, dépôt des gerbes de fleurs et recueillement, puis le départ pour l'enterrement au cimetière militaire repos des soldats, référence entrée Kingakati, et le verre de consolation sera partagé en la salle Mama Kilumbu. La famille Voto et l'Institut Bozindo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, neveu et collègue, Jonathan Voto Yahweh, professeur de mathématiques à l'Institut Bozindo au quartier CPA Mouchi dans la commune de Mangafula, chez les